Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 19 décembre. À la une de cette édition, remise de témoignages de satisfaction à 3 services civiques de la police nationale. Mercredi dernier, 3 jeunes volontaires effectuaient leur tournée de contact sur le quartier des Hauts-Vallons lorsqu'ils ont été sollicités par un particulier qui venait de se faire dérober son scooter. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires, ils ont avisé par téléphone les policiers de la BAC. Avec la victime, les fonctionnaires ont effectué des recherches appuyées par les jeunes volontaires. Ils ont ainsi pu repérer 2 individus qui tentaient de se cacher. Les policiers ont contrôlé les suspects qui se sont avérés être les voleurs du scooter. Un flagrant délit qui a été récompensé ce jour et qui prouve que ce dispositif fonctionne à Mayotte. Amina Ariti et Daniel Deragakura. Plusieurs mois après sa mise en place, le dispositif des services civiques affectés à la police nationale fait davantage parler de lui. Et pour cause, les résultats obtenus sont particulièrement encourageants, en atteste ce qu'ont réalisé Malidi et ses camarades il y a quelques jours. On était en patrouille et on a vu un monsieur, il nous a demandé est-ce qu'on a vu une moto blanche. On a dit non et il nous a donné quelques indices et on a appelé une patrouille de police et grâce à la GPS qui était sur la moto, on a réussi à la trouver. Spécialement dédiés au transport scolaire et aux établissements scolaires, ces services civiques sont par cet acte sortis de leur domaine de mission habituel. On peut même parler d'une véritable prouesse. Ce qu'on appelle chez nous le flag, c'est quelque chose qui est recherché parmi tous les policiers de terrain. Souvent, on est à l'affût de ce genre d'événement. Ça palpite un petit peu le courant, le quotidien du policier. Et c'est vrai que c'est une vraie consécration. Ainsi, à mesure que le temps passe, les services civiques se révèlent être un véritable atout pour les fonctionnaires de police. Ils constituent une plus-value indéniable. D'abord parce que ce sont des civils qui sont au contact de la population avec laquelle ils ont une approche différente de la nôtre. Ça permet un discours de médiation, ça permet un échange beaucoup plus libre, puisqu'en plus, ils n'ont que des missions de prévention. Donc ils ne sont pas perçus comme des policiers, mais réellement comme des volontaires du service civique. La facilité qu'ils ont à créer du lien et à nouer le dialogue avec d'autres jeunes, là où des policiers en exercice ont parfois du mal, est particulièrement saluée. Et autant dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce dispositif et aux débouchés qu'il permet. Saïndou en a ainsi fait l'expérience. Grâce au service civique, il est aujourd'hui en passe de rentrer dans la police. Le service civique m'a permis d'acquérir de l'expérience et tout. Avec les policiers, me donner des conseils et ainsi comment avancer dans la police. Moi, je termine en mars. Après, si je passe le concours de l'ADS et que je le réussis, c'est possible que je quitte le service avant le mois de mars. Depuis sa création, le dispositif semble donc avoir fait ses preuves, car en plus des 32 jeunes actuellement en service civique, d'autres viendront s'y ajouter. Dès le mois de janvier, en effet, un nouveau recrutement sera ouvert, celui de 10 services civiques encadrés par 3 fonctionnaires de police. La semaine dernière, 9 familles expulsées des terrains Batrolo ont saisi la justice pour s'attaquer à l'État. Le jugement a été rendu hier matin. Le juge des référés a enjoint le préfet à mettre immédiatement à la disposition des personnes un accès à l'eau potable et à des sanitaires, ainsi que des matériels tels que tentes ou bâches leur assurant un minimum d'abri. La préfecture dispose de 24 heures pour trouver et offrir des solutions concrètes de relogement ou d'hébergement d'urgence, sous peine de verser aux décasés une astreinte de 1 000 € par jour de retard. 9 familles sont pour l'heure concernées et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision de justice ne plaît pas à tout le monde. Au montage, Leslie Vumenet. La justice a tranché. L'État vient d'être condamné pour ne pas avoir offert des solutions concrètes de relogement ou d'hébergement d'urgence aux décasés de Batrolo. Pour Isiaka Abdillah, ancien conseiller départemental de Bandrabois, cela prouve une nouvelle fois le décalage entre la loi et les réalités du territoire. Le préfet a fait ce qu'il fallait faire. D'abord, il y a une décision de justice qui décide de l'expulsion de ces gens-là. Le préfet l'a exécuté et aujourd'hui, il se trouve condamné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Encore une fois, c'est la justice, la justice de l'État qui condamne l'État. Donc, il faudra, à un moment donné et rapidement, trouver des textes qui ne permettraient pas, adaptés à notre territoire et à notre situation particulière,
qui ne permettrait pas à l'État d'être condamné par sa propre justice. De son côté, la préfecture a réagi en assurant avoir remis en place, en lien avec son opérateur LACFAV, un dispositif d'accueil et d'orientation pour proposer à nouveau des solutions de relogement à ces familles. Par ailleurs, en lien avec la mairie de Mamoudzou, l'école T17 de Kaweni a été ouverte hier soir afin de proposer une solution d'hébergement d'urgence. La Croix-Rouge française est mobilisée afin d'apporter une aide alimentaire et un suivi social et sanitaire. Quant au terrain devenu décharge, les propriétaires Batrolo vont devoir payer. Manécha Arifi s'est battu pendant des années. On lui a privé de jouir de son bien. Et maintenant, elle va dépenser pratiquement 100 000 euros pour à la fois arriver à une décision de justice qui lui donne raison et qu'on expulse ces gens-là, mais en même temps, on lui demande de nettoyer à ses frais, et là... Il y en a pour 15 000 euros. Et à ses frais, d'abord les perteuses, il me semble qu'elle a dû débourser. Ça fait partie des 100 000. Ça fait partie, et se trouve que c'est une injustice. Derrière l'affaire Batrolo se pose comme souvent la question de l'immigration, car si les occupants illégaux des parcelles étaient en situation régulière sur le territoire, ils ne sont pas en capacité de se loger dignement. Pour Isiaka Abdillah, cela devrait donner lieu à des mesures exceptionnelles. J'aurais aimé que le préfet ait les moyens d'installer des cars là pour que ces gens-là ne retournent plus pour reconstruire, mais qu'ils prennent le bateau pour rentrer chez eux. Mais est-ce que le préfet a les moyens de le faire sur le plan réglementaire? Non. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense que s'il y a des Français, ils doivent se manifester parmi ces gens-là, mais s'il n'y en a pas, je pense que le préfet doit avoir la latitude, et c'est là mon combat, d'agir de façon exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà ce que propose l'ancien conseiller départemental de Bandrabois dans un département où plus de 40% de la population n'est pas de nationalité française. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 19 décembre. Lors des prochains mois, les expulsions sur décision de justice comme celles qui ont eu lieu à Batrolo ne pourront pas se reproduire. En effet, chaque année en France, une trêve hivernale est décrétée sur les expulsions. Les personnes sous le coup d'une ordonnance d'expulsion ne sont ainsi plus inquiétées jusqu'au retour des beaux jours. Mayotte est concernée et le préfet Dominique Saurin vient de publier un arrêté qui dispose que le sursis à expulsion dans le département de Mayotte est prévu pour la période du 1er janvier 2019 au 15 avril 2019. Cependant, la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi Elan, donne au préfet de Mayotte la possibilité d'engager des procédures administratives dans le but d'obtenir, selon certaines modalités, la destruction d'habitats informels. Le représentant de l'État n'est plus tenu par un juge, mais par une décision qui doit être motivée, par exemple, par un péril imminent. Néanmoins, l'obligation de reloger reste un devoir légal que la préfecture se doit de respecter. Et le collectif de Mayotte et l'intersyndicale ont décidé de réagir suite à la décision du tribunal administratif de condamner l'État pour ne pas avoir trouvé de logement au décasé de Batrolo. Ils écrivent ainsi, je cite, « Face à la lâcheté de l'État et une justice partiale qui se positionne clairement contre nos droits élémentaires, nous, Mahoraises et Mahorais, sommes seuls face à l'envahisseur et nous nous battrons jusqu'au bout pour rester chez nous et récupérer nos champs, nos collines, nos terrains occupés. » Les Comoriens qui occupent illégalement les terrains ont montré par cette procédure leurs intentions réelles. Entrer illégalement à Mayotte, prendre les terrains des Mahorais et nous chasser de nos terres ancestrales en retournant la loi de la République française contre les propriétaires légitimes et contre l'État quand on tente d'appliquer le droit. La République doit ouvrir les yeux, défendre Mayotte et les droits de ses ressortissants français avant ceux de bandits sans vergogne ni dignité qui crachent sur la France et l'histoire de notre île. Le comité de suivi du programme de coopération transfrontalière entre Mayotte, Madagascar et les Comores se tiendra ce jeudi 20 décembre 2018 dans l'hémicycle Younoussa Bamana à partir de 8h30. Un point d'étape sera effectué sur l'état d'avancement du programme et du partenariat institutionnel. Un temps fort sera consacré au projet en cours de programmation par les acteurs socio-économiques de l'île. Doté de 12 millions d'euros, le programme soutient des approches novatrices visant à favoriser le développement de Mayotte et les pays partenaires par l'intermédiaire de la coopération et à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale des trois territoires.
Le renforcement de l'offre de formation, la mise en œuvre de solutions communes aux problématiques socio-sanitaires et l'amélioration de la compétitivité des entreprises de la zone de coopération sont les objectifs au cœur de cette programmation. Les projets soutenus par le programme doivent répondre aux enjeux et défis communs de développement des 3 territoires et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. On termine cette édition avec l'inauguration du premier espace numérique de Pamandzi qui a eu lieu ce matin. Composé de 2 pôles, une cyberbase et un point d'information jeunesse, ce service public permet désormais aux Pamandiens et Pamandiennes d'utiliser gratuitement les outils informatiques mis à disposition. Les jeunes qui s'y rendront pourront également compter sur un accompagnement dans leur démarche administrative ou leur recherche d'emploi, notamment par le biais d'ateliers thématiques. Marion Tellier. Il est enfin prêt à accueillir gratuitement les jeunes qui souhaitent accéder à Internet pour des démarches administratives, pour rechercher un emploi ou bien faire des recherches personnelles. L'inauguration de l'espace numérique de Pamandzi s'est déroulée ce matin, une initiative qui voit le jour grâce à la contribution de l'État, du sénateur Thani Mohamed Swalihi via la réserve parlementaire et enfin du conseil départemental. En fait, ce sont des ordinateurs qu'on met en place dans un local qui est donné par la mairie et le personnel donné par la mairie, mais le matériel informatique est donc mis en place par le GIP Cariforef via la Cité des métiers. Et donc ceci, c'est pour apporter l'information envers la jeunesse de cette commune. Et d'autres communes aussi, on va installer la même chose. On a commencé à Sada, à Kombani, à Mzamboro, et aujourd'hui on est ici à Pamandzi. Les foyers ne disposent pas toujours du réseau. Pourtant, l'utilisation de l'outil Internet, elle, est devenue indispensable. De nos jours, pour un jeune qui soit scolarisé ou déscolarisé, toutes les démarches administratives sont obligatoires et ils sont obligés de le faire via l'Internet. Je dis par exemple avec un jeune qui est scolarisé qui souhaite chercher une école, maintenant avec les passeports mobilité, on est obligé de s'inscrire sur des sites ministériels. Donc c'est pourquoi l'obligation de mettre en place ces services ici à destination de ce public jeune. Les jeunes peuvent dès aujourd'hui profiter de cet espace équipé de 10 ordinateurs du lundi au vendredi à l'AJP, l'association de jeunes de Pamandzi. 7 ordinateurs supplémentaires seront bientôt mis à leur disposition. Ici, tout est fait pour accompagner les jeunes tout au long de leur professionnalisation. L'inauguration de cette cyberbase s'est à ce titre poursuivie avec la visite de stands de divers organismes de formation installés tout spécialement pour l'événement. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.